Chères étudiantes et chers étudiants, bonjour. Donc nous revoilà réunis encore à travers cette vidéo pour continuer sur ce deuxième chapitre nutrition minérale des plantes supérieures. Bien sûr, toujours dispensé pour les étudiants en filière SVI, le semestre 4, module physiologie végétale. Donc, on s'est arrêté au quatrième et dernier chapitre intitulé Sol, racines et absorption des nutriments. Donc aujourd'hui, on va voir le premier point qui est le sol comme réservoir nutritif. On va voir en fait la nature et la structure du sol, les colloïdes et on finira par l'influence du pH du sol sur la disponibilité des nutriments. Donc commençons par ce quatrième chapitre, racines, sol et absorption des nutriments. Et donc le premier point, le sol comme réservoir nutritif. Donc qu'est-ce que c'est qu'un sol? Donc vous le savez, un sol est tout d'abord le support physique pour les plantes. En fait, les plantes ont besoin d'une bonne structure pour un bon développement racinaire. Donc, puisque les racines constituent en fait la partie importante, très importante pour la nutrition hydrique et minérale des plantes. Donc, facilité de circulation de l'eau et des gaz. On en a parlé, rappelez-vous, de la respiration racinaire qui est très importante. Donc, l'absorption de l'oxygène qui donc se trouve dans le sol. D'où une aération du sol est très importante pour le développement normal des racines. Et puis, c'est un support chimique. Vous savez, les nutriments, donc notamment les nutriments minéraux, sont issus de l'érosion de la roche-mère. Donc, on va en parler juste après. Et puis, donc, c'est un milieu propice donc, pour aussi les échanges entre la solution du sol et les racines, puisqu'il y a ce complexe argilo-humique qu'on va détailler par la suite, ce qu'on appelle les colloïdes, qui serait très très important. Le pH du sol aussi est très important. Donc, ce support chimique au réservoir en nutriments serait très important pour la croissance et le développement des plantes. Troisième caractéristique importante du sol, c'est que le sol est un biotope, c'est-à-dire un milieu de vie des micro-organismes, mais aussi les macro-organismes, comme par exemple les vers de terre, etc., qui vont transformer la matière organique en nutriments accessibles aux plantes. On a parlé de ce processus de minéralisation, c'est-à-dire le passage ou la transformation de la matière organique en matière minérale, qui serait donc accessible pour l'alimentation minérale des plantes. On en a parlé, rappelez-vous, la dernière fois. Donc la nature et la structure du sol. L'analyse du sol révèle la déficience minérale. En fait, donc le sol est constitué par presque 45% de la matière minérale, 25% d'eau, 25% d'air et seulement 5% de la matière organique. Donc ces colloïdes sont constitués aussi bien par la matière minérale que par la matière organique. On va en détailler ceci par la suite le sous-chapitre qui va suivre. Donc vous voyez ici sur ce schéma donc la solution du sol qui est importante pour nous, aussi bien pour la nutrition minérale que pour la nutrition hydrique qu'on avait évoqué pendant le premier chapitre, et puis les particules du sol, et ces particules qu'on appelle les colloïdes qui seraient très très importants pour la fertilité des sols, pour la rétention de l'eau et des sels minéraux, comme je viens de dire, on va détailler par la suite et je suis sûre que vous allez mieux comprendre. On va poursuivre sur justement cette structure du sol. Donc la nature et la structure du sol. Le sol est un substrat complexe, comme on vient de dire, physique, chimique et biologique. Vous le savez, on a détaillé ça à l'instant.
Donc, c'est un matériel hétérogène contenant trois phases. La première phase, c'est la phase solide, composée par, comme on vient de le dire, par la matière minérale qui est issue de la roche-mère, donc de la décomposition par l'érosion, et donc qui vont produire des particules de taille très variable qu'on va détailler sur le tableau 4 qui va suivre. Et puis, il y a une phase toujours solide, mais constituée de la matière organique, qui est soit d'origine animale, soit d'origine végétale, qui est plus ou moins décomposée par les micro-organismes qui peuplent le sol. C'est ce qu'on appelle l'humus. On en a parlé la dernière fois aussi, et donc qui constituerait justement ces colloïdes d'origine organique qui joueraient un rôle très 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 important pour la rétention de l'eau et des sels minéraux, notamment les cations. On va en détailler par la suite. Et puis une phase liquide constituée de la solution du sol. J'en ai parlé à plusieurs reprises, c'est-à-dire constituée par l'eau principalement et par les solutés, les sels minéraux qui sont dissous à des concentrations très faibles. Donc c'est toujours une solution très peu diluée, donc très diluée, pardon, puisque le potentiel hydrique de la solution du sol, il est proche de zéro, pardon, c'est de l'ordre de moins 0,1 mégapascal. Et puis une phase gazeuse en équilibre avec l'atmosphère et déforme des gaz divers d'origine multiple, c'est-à-dire la respiration donc des racinaires qui va dégager du CO2, la dénitrification par des bactéries dénitrifiantes, on va en parler quand on va parler du cycle de l'azote, etc. Et, et toutes ces phases vont interagir avec les éléments minéraux du sol. Donc sur ce tableau que je viens d'évoquer, vous voyez les différentes particules du sol. Et donc on a le sable grossier et le sable qui sont des particules assez grosses. Et donc ils vont peu retenir de l'eau. L'eau, il va être lessivé parce que c'est des macropores qui sont aménagés entre les particules du sable. Et donc l'eau ne sera pas retenue au niveau du sable. Par contre, l'aération, elle est excellente puisque l'oxygène peut diffuser entre les particules du sol. Et donc, c'est un sol très aéré, mais qui ne retient pas d'eau. Et donc, si on s'amuse à planter une plante dans du sable, elle va donc flétrir facilement parce qu'il n'y a pas de l'eau disponible au niveau d'un sol 100% sableux. Le limon est constitué par des particules intermédiaires, donc qui ont une taille entre 0,02 et 0,002 mm. Donc, ils permettent une bonne rétention de l'eau puisqu'ils peuvent aménager ce qu'on appelle les micropores ou des pores capillaires qui peuvent retenir l'eau. Donc, l'eau ne sera pas perdue par lessivage ou par percolation et donc et une bonne aération aussi parce que les particules ne sont pas très petites, contrairement à l'argile, comme vous le voyez ici. Les particules ont une taille inférieure à 0,002 mm. Ce sont des particules minuscules, très petites, et microscopiques, et donc ils vont pas. L'aération, elle est vraiment très très pauvre parce que l'eau ne peut pas circuler entre ces particules, l'air je veux dire, pardon, ne peut pas circuler et donc c'est un sol qui est asphyxiant pour les plantes. S'il n'y a que de l'argile dans le sol, les plantes ne vont pas survivre parce qu'il y a une mauvaise aération et on a parlé justement de cette respiration racinaire qui est très très importante pour le développement des plantes. Donc le mélange de 40% de sable, 40% de limon et 20% d'argile, ça veut dire un mélange des trois constituants serait l'idéal. C'est ce qu'on appelle un sol argilo-limoneux, c'est-à-dire un sol qui est propice pour la croissance et le développement des plantes parce que c'est un sol fertile et qui permet justement aussi bien la rétention en eau que l'aération, c'est-à-dire l'oxygénation.
Donc, pour récapituler, les particules argileuses associées au sable et au limon déterminent ce qu'on appelle la structure du sol. Cette structure est très importante parce que elle retentit sur la porosité, comme on vient d'évoquer, donc bien sûr sur la rétention de l'eau et sur l'aération de l'eau et des sels minéraux, les deux, et puis l'aération, comme on vient de... Donc la porosité se compose de l'ensemble des canaux formant un réseau entre les particules du sol, dont les formes sont irrégulières, bien sûr, parce que c'est aménagé entre les différentes particules du sol selon leur grosseur donc, et leur aménagement au sein du sol. Deux types de pores sont pris en considération, les macropores et les micropores, ou les pores capillaires. Donc, les particules minérales de la phase solide fournissent un réservoir en potassium, en calcium, en magnésium et en fer, c'est-à-dire ces minéraux ou ces ions minéraux sont en fait d'origine minérale, c'est-à-dire après la décomposition de la roche-mère par érosion, le sol sera enrichi en ces éléments comme le potassium, le calcium, le magnésium et le fer. Par contre, l'azote, le phosphore et le soufre seraient d'origine organique par ce qu'on appelle la minéralisation, c'est-à-dire à partir justement de débris de végétaux, d'animaux qui vont être décomposés, qui vont donner donc l'humus. Et donc cette minéralisation va permettre d'enrichir le sol en azote, en phosphore et en soufre, qui seraient donc d'origine plutôt organique. La phase liquide du sol constitue donc ce qu'on appelle la solution du sol, qu'on a déjà évoqué auparavant, qui contient donc les ions minéraux dissous et sert de support pour le mouvement d'ions à la surface de la racine. Donc, ça, c'est ce qui permet de véhiculer donc, les sels minéraux jusqu'à l'absorption racinaire. Donc, le gaz comme l'oxygène et le CO2 sont dissous dans cette solution du sol, bien sûr. Les plantes, en fait, vont développer un système racinaire très, très étendu. C'est ça ce qui va leur permettre de, d'absorber de grandes quantités d'eau et de sels minéraux dont elles ont besoin pour, leur survie, leur croissance et leur développement. Donc le système racinaire est extraordinairement étendu chez les plantes. Grâce donc à ce système qui va être formé par des racines primaires, secondaires et tertiaires, et en plus des poils absorbants qu'on va montrer par la suite. Donc ces systèmes racinaires vont prospecter de grands volumes de sol donc afin d'explorer le sol et d'extraire, comme je viens de dire, les éléments minéraux et l'eau indispensables pour leur croissance. Donc, les plantes vont agir comme des mineurs d'après la définition d'Epstein en 1999. La grande surface des racines et leur capacité d'absorber les ions inorganiques à faible concentration dans la solution du sol fait de l'absorption des minéraux par les plantes un processus très efficace. Une fois absorbés par les racines, ces éléments minéraux vont être transportés vers les différentes parties de la plante, bien sûr, pour donc être utilisés dans de nombreuses fonctions biologiques. D'autres organismes tels que les champignons mycorhiziens, donc on va voir vers les deux dernières parties de ce cours, et puis les bactéries fixatrices de l'azote vont participer avec les racines dans l'acquisition de ces nutriments. C'est ce qu'on appelle la symbiose. Donc les plantes ont souvent tendance, surtout chez les légumineuses, pour la fixation de l'azote, mais la plupart des espèces végétales peuvent contracter ces symbioses avec ces champignons mycorhiziens pour une meilleure alimentation en sels minéraux, notamment le phosphore, qui est très important.
Donc vous voyez ici la racine principale et puis ce poil absorbant qui va se faufiler parce qu'il a un diamètre beaucoup plus petit que la racine elle-même, donc la racine mère, et donc il peut donc se faufiler entre les particules du sol pour une meilleure alimentation hydrique et aussi minérale des plantes. Vous voyez ici les particules du sol et puis il y a ici donc les bulles d'air donc contenant l'oxygène pour donc l'échange avec les racines. Donc les racines qui vont relever l'oxygène et rejeter le CO2 qui va donc être dissous dans la solution du sol. Vous voyez ici donc ces racines avec les poils absorbants qui joueraient donc un rôle très important dans l'alimentation hydrique et minérale des plantes. Donc, vous voyez ici c'est ce qu'on appelle la zone de la coiffe et ici donc la zone qui contient les poils absorbants qui est un peu éloignée de l'extrémité de la racine et c'est à ce niveau qu'il y a l'absorption maximale, donc les poils absorbants comme vous le voyez ici. Et donc les racines fournissent une grande surface pour l'absorption des nutriments au niveau des poils absorbants. C'est ce qu'on appelle la zone d'absorption maximale d'eau et des sels minéraux. Et ici, par contre, c'est une zone de faible absorption d'eau et de sels minéraux puisqu'elle ne contient pas les poils absorbants. Donc ici, un exemple de la luzerne qui contient justement un système racinaire très très étendu qui lui permet justement, c'est pas la luzerne, pardon, c'est le seigle d'hiver qui peut développer un système racinaire très très important. C'est pour ça qu'on parle justement de ce rapport annuel de la production des racines dans les écosystèmes naturels peut facilement dépasser celle de la partie aérienne, c'est-à-dire les tiges, de sorte que les parties aériennes de la plante ne représentent que la pointe de l'iceberg. C'est-à-dire que le système racinaire dépasse largement la croissance de la partie aérienne. Donc, vous voyez, chez cette espèce de céréales, surtout qu'on donne au bétail, donc peut avoir une croissance racinaire qui dépasse 1500 axes de racines primaires et latérales et donc qui va s'étendre sur presque plus que 500 km en longueur et une surface de 200 mètres carrés. En plus des poils absorbants qui peuvent dépasser 1000 poils absorbants et qui vont fournir une surface supplémentaire de 300 mètres carrés. Ou encore cette espèce qui s'adapte aux zones désertiques, c'est-à-dire les milieux arides, et qui va développer un système racinaire très très grand qui peut s'étendre jusqu'à plus de 50 mètres de profondeur. C'est une espèce apparentée donc à la famille des Mimosacées, donc très proche des Mimosas de l'acacia. Et donc c'est un arbuste qui se développe dans les zones désertiques, comme je viens de dire, grâce à ce système racinaire qui dépasse parfois donc les 50 mètres de profondeur pour atteindre la nappe phréatique dans le désert. Donc les racines des plantes peuvent croître continuellement tout au long de l'année. Leur prolifération cependant dépend de la disponibilité de l'eau et des sels minéraux dans le micro-environnement, c'est ce qu'on appelle la rhizosphère. C'est donc le micro-environnement immédiat entourant la racine, c'est-à-dire la zone du sol qui est en contact avec les racines, ça s'appelle la rhizosphère. Et donc, si la rhizosphère est pauvre en éléments nutritifs ou où il y a donc une sécheresse, la croissance des racines va ralentir. Si par contre les conditions vont s'améliorer dans la rhizosphère, la croissance des racines va augmenter. On va passer au deuxième point qui est les colloïdes.
donc, qui sont des composants importants de la plupart des sols. On en a donc parlé tout à l'heure. Ces particules du sol qui sont normalement chargées négativement à leur surface et qui vont permettre l'adsorption. Rappelez-vous de ce terme de l'adsorption qu'on avait vu pendant le premier chapitre. Donc, grâce justement aux propriétés de l'eau, donc la molécule d'eau qui est polaire et qui permet justement cette adsorption. Et donc ces particules qui sont chargées négativement permettent justement ces attractions électrostatiques entre donc la surface de ces colloïdes et tous les cations qui sont chargés positivement. Donc c'est ce qu'on appelle le principe de l'échange de cations sur la surface d'une particule du sol. Donc sur ce schéma, ce que vous voyez ici, donc ce sont les colloïdes, ou c'est des particules d'argile, comme je disais, ou des particules d'humus, donc peuvent avoir une origine minérale ou organique, et donc qui sont chargées négativement à leur surface et qui vont donc lier tous les cations par ces attractions électrostatiques entre les charges négatives et les charges positives des différents cations. Donc vous voyez ici l'exemple du potassium, le l'ion K+, qui va donc se lier à la surface de ces particules par ces attractions électrostatiques, par adsorption. Et donc vous voyez les H+ aussi qui sont donc libérés à partir du poil absorbant parce que justement il y a la respiration racinaire qui va permettre justement de libérer ces H+. On va voir comment, je vais vous détailler ça par la suite. Donc ici, on voit ces particules, donc les colloïdes, donc soit d'argile, soit d'origine organique comme l'humus, qui vont donc retenir, c'est le terme, c'est très important, ces cations. Donc ces cations, au lieu d'être perdues par percolation dans la solution du sol, ils sont retenus pour être échangés avec les racines. Donc ils vont être absorbés cette fois par les racines parce que les racines, ils vont rejeter les H+, et les H+ vont donc remplacer ces cations qui vont être libres et qui vont donc être disponibles pour l'absorption racinaire. Donc ces cations sont liées aux particules à la surface des colloïdes qui sont chargées négativement. Et donc l'échange d'un cation, tel que par exemple le potassium, le K+, par un proton, comme je dis, permet de le libérer de sa liaison à la surface des colloïdes et le rendre donc disponible pour l'alimentation racinaire. Donc c'est ce qu'on appelle la capacité d'échange cationique. En fait, ces particules du sol sont généralement chargées négativement, comme on vient de dire. Ils ont des charges négatives, comme vous le voyez sur ce schéma. Et donc, ils vont retenir tous les cations contenus dans la solution du sol. Donc, au lieu que ces cations seront perdus, comme je viens de dire, par percolation, ils seront retenus pour être donc échangés contre les protons et donc disponibles pour l'absorption minérale des plantes. Donc la liaison des cations aux surfaces chargées négativement des colloïdes dépend des interactions électrostatiques. Vous voyez cette liste que vous voyez ici. Donc ça dépend justement du nombre de charges. Donc ici c'est le 3+, il doit être en haut. Donc le cation Al3+ serait plus retenu, où il aura plus d'affinité de la liaison avec les colloïdes, suivi par le H+, suivi par le Ca2+, donc l'ion calcium ou le cation calcium avec deux, donc c'est un cation divalent. Ici, donc le magnésium, le potassium et donc l'ion ammonium, et suivi par le Na+, c'est-à-dire l'ion sodium.
Donc ainsi, donc l'affinité de la liaison va varier selon les séries, c'est ce qu'on appelle une série lyotropique. Donc dans ces séries, les ions aluminium ou donc les ions aluminium ont l'affinité des liaisons la plus élevée. Celle du sodium est la plus faible, donc qui répond à la règle générale selon laquelle les ions trivalents comme donc Al3+, sont liés fortement que les divalents comme les Ca2+, qui sont plus retenus que les monovalents, les 1+, comme les K+, ou l'ion ammonium. Donc l'absorption des cations est réversible. Tout ion avec une grande affinité, c'est-à-dire par exemple l'exemple H+, est capable de mobiliser ou de déplacer un ion dont l'affinité est inférieure, par exemple le Ca2+. Donc par exemple le H+ est capable de mobiliser tous ces ions qui sont au-dessus dans cette série lyotropique. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ces protons qui sont rejetés lors de la respiration racinaire, qui peuvent justement être échangés à la surface des colloïdes pour que ces cations seraient disponibles pour l'absorption racinaire, donc pour l'alimentation minérale des plantes. Donc ce processus d'échange entre les ions adsorbés et des ions en solution est nommé échange ionique. La facilité d'échange ou capacité d'échange ionique s'effectue dans le sens inverse de 1. Ça veut dire que Na+ est le plus facilement échangeable et le Al3+, c'est le plus difficilement échangeable parce que l'affinité chez Al3+ est plus forte que celle de Na+. C'est ce qui est tout à fait logique. Donc on voit ici ces échanges, donc ces colloïdes qui sont chargés négativement, comme l'argile et l'humus, et donc comment ces colloïdes vont fournir les éléments nutritifs, on vient de le dire, mais donc on va répéter ici pour mieux comprendre. Donc vous voyez à la surface de ces colloïdes, tous les cations donc chargés positivement sont retenus par ces attractions électrostatiques entre la surface des colloïdes et les charges positives de ces cations. Donc les poils absorbants des racines vont sécréter les H+ dans la solution du sol par donc la respiration racinaire. Et donc les protons vont remplacer, puisqu'ils ils ont une affinité plus forte que la plupart des cations, à part l'aluminium. Les protons donc vont remplacer les cations des macro et oligo-éléments, que ce soit donc les Ca2+, ou le Cu2+, le zinc ou le calcium, donc molybdène, le fer, tous les macro et micro-éléments qu'on avait évoqués tout au début de ce chapitre, rappelez-vous. Donc, il y a des échanges. Par exemple, si c'est un cation divalent, il va être échangé par deux protons. C'est tout à fait normal. Si c'est par exemple, si c'est le Fe3+, il va être échangé par trois protons, etc. Donc, les cations libérés sont maintenant disponibles pour l'absorption racinaire, puisqu'ils sont donc échangés et donc disponibles dans la solution du sol, et donc les racines peuvent les absorber. Donc plus le pH du sol est acide, plus il y a une forte concentration en protons. On va parler dans le troisième paragraphe qui va suivre, et qui sont donc plus fortement attirés par les charges superficielles des colloïdes, et donc ils vont déplacer ainsi les autres cations dans la solution du sol. Donc vous voyez ces échanges. Et donc comment la respiration va permettre donc la libération de ces protons? Tout simplement parce que justement le CO2 qui va être rejeté dans la solution du sol va se lier avec l'eau, et donc il va former l'acide carbonique
H2CO3. Mais H2CO3 est très instable, il va donc donner des protons H+, issus de la dissolution de l'acide carbonique qui va donc donner le bicarbonate qui est lui-même instable, qui va donc se dissocier en carbonate en rejetant donc des protons selon cette équation que vous voyez ici. Donc le CO2 plus l'eau, le CO2 rejeté par les racines dans la solution de l'eau vont se lier avec l'eau pour donner donc l'acide carbonique lui-même va donner donc qui est très instable va donner le bicarbonate et donc un proton H+, et puis le bicarbonate va se transformer en carbonate en rejetant encore des protons H+. Donc c'est pour ça qu'on parlait justement de ces protons qui sont rejetés dans la solution du sol grâce à la respiration racinaire. Les cations minéraux tels que l'ammonium, NH4+, rappelez-vous de la série lyotropique qu'on a montré tout à l'heure, et le potassium sont absorbés aux charges négatives des particules inorganiques et organiques, c'est-à-dire argileuses ou humus, constituant ces colloïdes. Donc cette absorption des cations est un facteur important dans la fertilité des sols. Donc les cations minéraux absorbés à la surface des particules du sol ne sont pas facilement perdus lorsque le sol est lessivé par l'eau et ils fournissent une réserve en nutriments disponibles pour les racines des plantes. Ces nutriments minéraux absorbés de cette façon peuvent être échangés par d'autres cations de la solution du sol. Et donc le degré d'absorption et d'échange d'ions d'un sol est appelé la capacité d'échange cationique qui est fortement dépendante du type de sol. Donc plus il y a de colloïdes, comme j'ai évoqué tout à l'heure, plus cette capacité d'échange cationique est très importante parce qu'ils ont cette capacité de retenir tous les cations, donc ils ne seront pas perdus par lessivage. Et donc des sols de ce genre seraient très propices pour l'absorption racinaire et donc la croissance et le développement des plantes. Donc un sol ayant une capacité d'échange de cations élevée a généralement une plus grande réserve en nutriments minéraux. Donc j'arrête là et je vous dis à la suite bientôt. Merci.